Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur la conférence Devenir personnel enseignant d'éducation ou psychologue de l'éducation nationale, qui fait partie de la journée consacrée à la thématique de ce 7 mars, découverte de la fonction publique et les métiers qui recrutent. La conférence que vous allez suivre vous sera présentée par Monsieur Nicolas Godebert, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, langue vivante espagnole, vice-doyen des IA-IPR, ainsi que par Monsieur Pierre Cassas, inspecteur de l'éducation nationale, conseiller technique auprès de Madame la rectrice. Je m'appelle Frédéric Rossio, je suis l'adjoint à la directrice de la plateforme RH. Je vous souhaite la bienvenue sur cette conférence. Je serai votre modérateur pour cette séance. Les questions que vous pourriez poser aux intervenants seront traitées en dernière partie de conférence. N'hésitez pas à utiliser le chat, discussion publique, pour les poser. Voilà, toute la PFRH vous souhaite une très bonne conférence. Nous sommes nombreux aujourd'hui puisqu'il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont sur la quinzaine très appréciés. Messieurs, nous avons hâte d'en savoir plus sur le sujet. Je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur Rossio, de nous avoir conviés à ce moment pour que l'on puisse évoquer le métier de professeur. Donc, moi, je suis Pierre Cassas, comme l'a dit Monsieur Rossio, conseiller de Madame la rectrice pour le premier degré. Donc, dans un premier temps, avant mon collègue Nicolas Godebert, je me propose de vous présenter le métier de professeur des écoles. Mais bon, vous allez voir qu'entre le degré, on a quand même beaucoup de points communs. Enseigner, que l'on soit face à des élèves de 3 ans ou face à des lycéens, il y a quand même des choses qui se recoupent. Alors, pour avoir un socle commun, je me propose de vous définir dans un premier temps ce que c'est que le rôle d'un professeur aujourd'hui. Un professeur aujourd'hui, de toute façon, et ça c'est inscrit depuis l'élaboration des missions, c'est transmettre des savoirs et transmettre aussi les valeurs de la République. Donc ça, c'est le chapeau global. Mais c'est pas seulement transmettre. Un enseignant, ce qu'il doit parvenir à faire quand il est dans une classe, c'est mettre en place les conditions favorables qui vont permettre d'apprendre. Ça veut dire, quand on est face à un groupe d'élèves, c'est mettre en place des conditions relationnelles, c'est mettre en place des conditions au niveau de la gestion du temps, c'est mettre en place des conditions matérielles, veiller à son matériel pour faire classe, c'est veiller à des conditions aussi cognitives, etc., etc. C'est une compétence enseignée. Et donc, forcément, c'est un métier qui s'apprend. Parce qu'une compétence, c'est une capacité d'agir efficacement dans un type bien défini de situation. Donc là, en l'occurrence, au sein d'une classe, devant un groupe d'élèves. Des élèves qui peuvent être 20, 25, 30 en fonction des âges, et qui vont peut-être pas forcément être concentrés tout le temps pendant la leçon, pendant l'heure de cours, etc. Donc, ça reste parfois compliqué. C'est contribuer, enseigner à élever la maîtrise des connaissances et des compétences des élèves. C'est contribuer aussi à ouvrir l'esprit critique des enfants. Et c'est contribuer aussi à leur permettre de s'ouvrir au monde, de le comprendre avec ses propres clés de lecture. Et ça, c'est des choses qui vont se construire progressivement. Donc, pour enseigner, quelqu'un qui veut enseigner, finalement, il sait qu'il doit s'engager dans quelque chose qui va l'amener à développer le potentiel de chaque élève, à lui donner le goût d'apprendre. Et le goût d'apprendre tout au long de sa vie, c'est-à-dire qu'on participe, même quand on enseigne en tant que professeur des écoles, par exemple, eh ben notre travail contribue à amener les enfants à construire finalement leur goût d'apprendre tout au long de leur vie.
c'est donner aux enfants le goût de penser par eux-mêmes. Et donc, c'est aussi les aider à s'émanciper. Et c'est là aussi où l'enseignant est incontournable, parce qu'il doit transmettre les valeurs de la République. Et c'est un travail où son action est indispensable, parce que c'est dans cette transmission qui va contribuer à permettre à former les citoyens de demain. Et ce sont les citoyens de demain qui animeront notre société, la société des individus que nous formons tous, et qui finalement guident les destinées d'une collectivité, d'une société, d'un pays, etc. Voilà un petit peu une approche un peu globale. Alors, concernant le premier degré, ce qui fait la spécificité du premier degré, finalement, c'est la polyvalence. C'est-à-dire qu'un professeur des écoles, il doit enseigner les français, mathématiques, les sciences, l'histoire-géographie, le PS, les arts, l'éducation musicale, art visuel, etc. Donc, un professeur des écoles n'est pas expert dans toutes ces disciplines. Il a une expertise, expertise pédagogique, une expertise didactique, et il travaille beaucoup sur l'interdisciplinarité. Donc du coup, mais ça on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des concours, les épreuves du concours sont adaptées à cette question de la polyvalence. L'autre spécificité du métier de professeur des écoles, c'est que on est auprès d'élèves qui vont de 3 ans à 10-11 ans. Et donc, c'est une période où, par moment, d'un mois à l'autre, l'évolution en termes de connaissances peut être extraordinaire. Là où l'enfant apprend le plus, en fin de compte, c'est en maternelle. C'est-à-dire d'une semaine à l'autre, son capital de mots, son capital de connaissances augmente fortement, beaucoup plus fortement d'un point de vue proportionnel à ce que peut connaître un lycéen, par exemple. Donc, il y a cette question indispensable de connaître le développement de l'enfant, du jeune enfant, qui est déterminante. Et donc, ça veut dire que le professeur des écoles va vraiment accompagner les enfants pour les aider à grandir, à s'aguerrir. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire dans un premier temps sur le premier degré, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais laisser la parole à Nicolas Godbert. Merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. Je me permets de faire une toute petite incise pour présenter, parce que vous voyez qu'on est deux messieurs, mais on a aussi deux collègues femmes qui nous accompagnent. Frédéric Zoupéry qui est devant à votre écran, et puis Muriel Miller juste derrière elle. Frédéric Zoupéry qui est directrice de la DPE, c'est la division des personnels enseignants du rectorat. Et puis sa collègue Muriel Miller, qui est, elle, responsable de la DPE 6, c'est le bureau des recrutements des professeurs contractuels. Voilà. Bonjour. Donc, merci de nous accompagner, et on a préparé cette intervention, non pas à deux, mais bien à 4 voix. Pierre, tu as déjà dit beaucoup de choses, donc je vais pas les répéter, mais dans le premier comme dans le second degré, la mission de l'enseignant, c'est d'aider l'élève, tu l'as dit Pierre, à grandir, à développer sa connaissance du monde. Ça veut dire pour ça, pour l'enseignant, développer pour soi-même et pour pouvoir les transmettre des connaissances et des compétences. Effectivement, c'est un métier qui s'apprend, et un des objectifs qu'on pourrait assigner aussi à cette conférence, c'est de rassurer chacune et chacun quant au fait que il y a certainement une partie d'appétence pour le métier, mais c'est pas un métier vocationnel au sens où il faut avoir entendu une petite voix dès sa plus tendre enfance. C'est un métier qu'on peut rejoindre à n'importe quelle étape de sa vie, et pour lequel vous bénéficierez d'un accompagnement qui prendra différentes formes, mais vous bénéficierez d'un accompagnement administratif, pédagogique, didactique, qui vous permettra de rentrer de plein pied dans les subtilités, dans les complexités de ce métier, qui n'est pas dépourvu de complexité, mais pour lequel vous serez accompagné dès votre entrée dans le métier, pour développer des connaissances et des compétences spécifiques. Je ne reviens pas sur ce que tu as dit, Pierre, sur le fait d'amener les enfants à devenir des citoyens du monde, capables de faire des choix éclairés pour eux
et pour le monde dans lequel ils vont vivre. Vous l'avez compris, dans le premier comme dans le second degré, l'idée c'est bien d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à comprendre le monde et d'apprendre à exprimer des idées et à développer des concepts. C'est ce qu'on retrouve dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Enseigner, c'est un ensemble de missions, des missions très visibles. C'est la mission d'enseignement, c'est les heures devant élèves, ce dont on vous a parlé Pierre Kessas et moi. Et puis il y a des missions qui sont peut-être un petit peu moins visibles, mais qui occupent largement le temps de travail des enseignants. C'est la préparation des heures qui vont être effectuées devant les élèves. C'est la recherche des supports que les enseignants vont utiliser pour ces heures. C'est la mise en œuvre, la réflexion sur la façon que l'on va avoir de mettre en œuvre les contenus pédagogiques que l'on a imaginés. C'est le suivi des progrès et des acquis des élèves avec les élèves, mais aussi avec les familles qui sont partie prenante de la coéducation. C'est un travail, on a tendance à se représenter le métier d'enseignant comme un métier solitaire de l'enseignant dans sa classe. Il y a une dimension d'autonomie qui est forte. Les agents de l'éducation nationale sont des agents qui jouissent d'une grande autonomie, mais qui peuvent également s'appuyer sur un travail d'équipe très fécond et qui est très important, qui l'est de plus en plus et qui est pas forcément visible dans la représentation collective qu'on peut se faire du métier d'enseignant. En somme, et puis je terminerai là-dessus pour repasser la parole aux collègues, ça nécessite des compétences clés qui ne sont pas forcément nommées de la même façon dans le référentiel de compétences de 2013 dont on reparlera, mais qui sont en gros des compétences d'organisation, avoir, et ça nous paraît essentiel, le goût des autres, quelque chose en rapport avec l'ouverture d'esprit, le goût du dialogue, l'intelligence émotionnelle et le sens de la responsabilité et des responsabilités. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sans rentrer dans un grain de détail trop grand, ni sur le premier degré avec maternelle, cycle 1, cycle 2, cycle 3, et puis sur le second degré avec les histoires de cycle 3, cycle 4 et lycée. Tout ça, on pourra l'aborder dans la partie de questions-réponses si vous le souhaitez. Sur la partie concours, peut-être. Peut-être sur la partie concours, Pierre, un mot sur le CRPE. Alors, sur la partie concours, la voie d'accès, hein, c'est très majoritairement, c'est la voie du concours de recrutement des professeurs des écoles, dit CRPE, qui peut donc être effectivement en accès pour personnes souhaitant procéder à une reconversion professionnelle. C'est un concours avec des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Donc, admissibilité, c'est-à-dire des épreuves écrites. Il y a 3 écrits pour l'instant. Une épreuve écrite en français, où on évalue la capacité notamment à produire une synthèse par rapport à un thème donné, où on évalue aussi les capacités en orthographe, en grammaire. Une épreuve écrite en mathématiques, où on évalue les connaissances mathématiques des candidats. Alors, par exemple, si je prends les connaissances mathématiques, on n'attend pas des candidats à avoir des connaissances mathématiques attendues dans un cursus scientifique de niveau licence. On reste sur quelque chose qui correspond à l'entrée au lycée. Donc, du coup, on évalue ce type de connaissances. Français mathématiques, on évalue aussi la capacité à penser la didactique du français et des mathématiques. Et il y a une 3e épreuve écrite dans une discipline que vous choisissez, qui peut être histoire-géographie, qui peut être sciences, physique, chimie et technologie, ou bien dans le domaine des arts. Voilà. Vous faites ce choix-là. Ensuite,
Vous avez 3 épreuves orales, alors 2 obligatoires. Là, c'est la capacité à construire une leçon en français et en mathématiques, suivant un niveau donné, etc. Et deuxième épreuve, vous êtes évalué sur votre capacité à vous projeter dans le métier par des mises en situation professionnelles, d'une part, et dans le domaine de l'EPS, de l'éducation physique et sportive. Et en option, vous pouvez choisir une épreuve de langue vivante étrangère. Voilà. Le CRPE s'enrichit aussi pour des spécificités relatives aux langues régionales. Donc, si certains ont une appétence, par exemple, concernant notre académie pour le basque ou l'occitan, vous pouvez passer le CRPE spécifique en basque ou en occitan. Il y a quelques places qui sont effectivement attribuées dans ce domaine-là, parce qu'il y a quelques postes réservés à ce titre. Voilà pour la partie premier degré. Et juste, il y a une question par rapport aux besoins en professeurs des écoles contractuels dans l'académie et les critères de recrutement. Alors, concernant les contractuels, on va dire que c'est au fil de l'eau. Au fur et à mesure où il y a des besoins, il y a des campagnes qui sont lancées au niveau des directions académiques. C'est le rectorat qui effectivement attribue une enveloppe, et ensuite il y a une répartition, ça se joue au niveau des directions académiques. Il n'y a pas une enveloppe dès le début de l'année, ça vient au fur et à mesure. Conditions de recrutement, il faut regarder sur les sites des directions, des DSDEN, des directions des services de l'éducation nationale, de la Gironde ou des Pyrénées-Atlantiques ou de Dordogne, etc. Et en gros, vous faites un dossier, une lettre de motivation, un CV, vous suivez un entretien, comme un petit entretien d'embauche, où très, très majoritairement, ce qu'on essaie quand même de voir, c'est est-ce que vous pouvez vous projeter d'une part face à un groupe d'élèves et est-ce que vous vous projetez aussi dans la posture de l'enseignant. C'est-à-dire, quand je dis la posture de l'enseignant, il faut prendre conscience que l'enseignant, ce qu'on attend aussi de lui, c'est qu'il remplisse un certain nombre de conditions en termes de responsabilité. Responsabilité pédagogique, voilà. Une responsabilité morale, parce que il faut qu'on puisse attester qu'on veut s'engager pour la réussite de tous les élèves. Et il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est une profession au service de la nation avec un grand N, parce que les programmes d'enseignement, ils sont votés par la représentation nationale, à savoir les députés à l'Assemblée nationale. Donc ça passe dans une loi. Donc on est dépositaire de ça, même que l'on soit dans une classe de petite section, qu'on soit dans une classe prépa. Et on a aussi une responsabilité déontologique. Et c'est ça, quand on reçoit quelqu'un qui veut se destiner en tant que contractuel, on essaie de voir, est-ce que vous êtes convaincu que de la capacité à élever le niveau moyen d'une classe, et c'est-à-dire, est-ce que vous allez porter cette idée d'équité, c'est-à-dire de pouvoir vous occuper de tous les élèves, et pas de se dire, bon, lui, il est moins bon que les autres, je ne vais pas m'en occuper. Ouais, ça, c'est important. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir avec vous lors d'un entretien concernant les contractuels. Très bien. Je vais essayer de prendre la suite sur les concours du second degré en prenant en compte à la fois un élément que je voulais vous signaler tout à l'heure et en même temps les questions de mesdames Katab et Petupin. D'abord, vous dire que Pierre Kessas vous a parlé des concours du premier degré. Je vais vous parler dans quelques instants des concours du second degré. Mais il faut bien avoir à l'esprit que être enseignant aujourd'hui, c'est un métier d'évolution personnelle dans une dynamique de développement professionnel, mais aussi qui offre des perspectives d'évolution à l'intérieur même du ministère de l'Éducation nationale. Et ça fera le pont avec une des réponses qu'on apportera aux collègues qui sont déjà fonctionnaires de la fonction publique d'État. Des évolutions à travers les mutations, à travers des formations complémentaires et des certifications complémentaires que vous pouvez passer et obtenir, des évolutions à l'intérieur de la fonction publique, mais aussi et surtout, de mon point de vue, une grande mobilité intellectuelle.
Le concours, pour enseigner, il n'est pas obligatoire. Il y a plusieurs voies d'accès au recrutement. Le concours, c'est une des modalités. Elle présente l'avantage que lauréat du concours, vous devenez fonctionnaire d'État, ce qui n'est pas le cas par la voie de contrat, par exemple, pour l'instant. Et puis surtout, c'est une démarche presque propédeutique de formation en soi. Pour les concours du second degré, je ne vais pas tous les lister, mais en gros, vous avez les CAPES, interne, externe, troisième voie, j'expliquerai, pour enseigner en collège et en lycée général et technologique. Vous avez les CAPLP pour enseigner dans la voie professionnelle. Et puis vous avez les agrégations qui vous permettent d'enseigner dans tous les niveaux avec un type de passation d'épreuve qui n'est pas exactement le même. Vous avez aussi les concours de conseiller principal d'éducation, de professeur documentaliste et de psychologue de l'éducation nationale. On y reviendra au fur et à mesure des questions si vous en avez. Le parcours classique d'un préparationnaire au CAPES, c'est d'être titulaire d'une licence de son choix et de rentrer dans un parcours master, M1, puis ensuite M2, dit MEF ou bien non MEF. Alors, MEF, c'est métier de l'éducation et de la formation, et non MEF, c'est un autre master. En somme, pour vous présenter au CAPES, vous pouvez être titulaire d'un master de ce que vous voulez, ou bien d'un master MEF. Et vous vous présentez au CAPES de la discipline de votre choix, lettres, mathématiques, espagnol, sciences physiques, etc. Le concours se passe en M2, c'est-à-dire à la fin de la deuxième année de master, et il se compose, selon les disciplines, de 2 à 3 épreuves écrites, ça dépend des disciplines, et de 2 à 3 épreuves orales, ça dépend, là aussi, des disciplines. Mais en gros, 2 épreuves écrites, 2 épreuves orales, 2 épreuves écrites dites d'admissibilité, 2 épreuves orales dites d'admission, l'une purement disciplinaire et l'autre avec une composante davantage transversale. Même chose à l'oral. Selon que vous avez été lauréat d'un CAPES via le parcours MEF ou via le parcours non MEF, l'accompagnement et la formation qui sont mises en place à l'issue du recrutement ne sont pas les mêmes. Soit vous êtes issu d'un parcours non MEF et donc vous n'avez pas eu de coloration enseignement et éducation dans votre parcours de master, et donc on considère que vous êtes placé à 9 heures en responsabilité dans un établissement scolaire et vous bénéficiez de 220 heures de formation dispensée par les INSPE. Soit vous êtes issu d'un parcours MEF et dans le parcours MEF, ce parcours intègre par des stages d'observation et de pratique accompagnée ou des voies d'alternance au choix, une forte coloration disciplinaire et une dimension pédagogique et didactique. Donc là, les stagiaires sont placés à l'issue de l'obtention du concours en responsabilité à 18 heures, donc un temps plein, avec une formation dispensée par le AFC de 72 heures. Voilà, concours interne, concours externe, la question est posée, et puis je vois à l'instant une question sur le troisième voie. Concours externe, n'importe quel titulaire d'un master 2, MEF, pas MEF. Concours interne, personnel qui a une expérience dans la fonction publique d'au moins 3 ans. Quelle qu'elle soit. Oui, dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, d'au moins 3 ans, sans interruption, 3 ans sans rupture de parcours, sans discontinuité, avec un concours allégé d'une épreuve. C'est-à-dire que s'il y avait
3 épreuves à l'externe, il y en a 2 à l'interne. S'il y avait 2 épreuves à l'externe, il y en a 1 à l'interne. Même chose à l'écrit et à l'oral. Situation à l'issue du concours, stage en responsabilité à 18 h pour les lauréats des concours internes. Et puis concours 3e voie, c'est pas en rapport avec le nombre d'enfants, c'est ouvert à tous les personnels qui ont une expérience d'au moins 5 ans de contrat privé, donc n'importe quel type de contrat CDI, CDD dans le privé, sans condition de diplôme. Donc, si je reprends et je termine, concours CAPES, 3 voies d'accès externe, lauréat d'un M2, voie d'accès interne, fonction publique, d'État, territorial, collectivité, tout ce que vous voulez, 3 ans d'ancienneté et concours 3e voie, pas d'ancienneté dans le domaine public, pas de conditions de diplôme particulières, mais des validations effectivement lors des concours. J'ai dit ce que je voulais dire sur les concours. Je vais essayer de répondre aux questions que j'ai vues circuler et pour lesquelles j'ai pris des notes. Madame Katab, concours interne, concours externe avec un parcours AEFE, je crois que j'ai répondu, mais si c'est pas précis, je peux le repréciser. Peut-être que, étant donné votre parcours, vous auriez intérêt à vous présenter plus volontiers à l'interne, en sachant que après c'est des choix personnels aussi. D'abord, rappelez quand même que ce sont des concours de recrutement, c'est pas des examens. Donc quand on est lauréat de ce concours, ça veut dire qu'on a été recruté pour effectuer les missions d'enseignant, et que ce sont des concours à dimension nationale pour le second degré académique, pour le premier degré, et que ça dépend aussi du nombre de places qui sont offertes. Je m'explique, il se peut que en espagnol par exemple, je vais prendre le cas de la discipline qui est la mienne, vous avez 50 postes aux concours internes pour le public, 50 postes pour le privé. Alors pour le public, pour le privé, ça veut dire pour enseigner dans le public ou bien pour enseigner dans le privé. Les professeurs qui enseignent dans le privé ont les mêmes conditions de recrutement que les professeurs qui enseignent dans le public, puisqu'ils sont tous fonctionnaires et ils dépendent tous du même ministère. Il y a des choses qui changent après dans les affectations et dans les mouvements, et ça, on n'est peut-être pas là pour en parler, mais voilà, c'est juste pour avoir cette idée en tête. Donc, 50 postes au concours interne d'espagnol, 350 au concours externe. Donc, ça veut dire que mathématiquement, le candidat qui a préparé les épreuves, il a plus de chances en pourcentage d'être reçu à l'externe qu'à l'interne. Vous voyez, si c'est juste une question de pourcentage, il faut avoir ça en tête. Donc, pour répondre à votre question, vous pouvez, depuis là où vous êtes, passer les deux en fonction de ce que vous choisissez. Vous pouvez passer l'un, l'autre ou les deux. Pour la Madame Pedepin, qui est déjà dans la fonction publique d'État, en fait, c'est la même question avec à peu près la même réponse. Il faut 3 ans d'expérience dans votre actuelle fonction publique, 3 ans sans discontinuité. Pour les besoins dans le premier degré, Pierre a donné des éléments. Pour les besoins dans le second degré, ça dépend des disciplines. Il y a des disciplines qui sont très en tension, il y a des disciplines qui le sont moins. Donc, il faut faire une analyse par discipline et par territoire. Il y a des territoires où les disciplines qui sont en tension varient selon les territoires. Je prends un exemple tout simple, l'espagnol et l'allemand. La tension sur l'espagnol et l'allemand ne va pas être la même selon que vous êtes en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine ou alors à Metz-Nancy. Vous voyez ? Donc ça, on ne peut pas vous le dire. Globalement, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des besoins à peu près dans toutes les disciplines qui ne sont pas couverts par la voie de concours. Voilà.
les critères de recrutement, peut-être qu'on fera une autre page après là-dessus avec l'intervention des collègues de la DPE, DPE 6. Et juste un mot sur l'accompagnement et la formation. J'en ai dit un mot pour les lauréats concours. Pour les non-lauréats concours, c'est-à-dire les personnels qui seront recrutés par voie de contrat, vous avez dans le second degré une plateforme dans nos académies qui s'appelle Acloé, sur laquelle qui est la seule voie d'entrée pour les personnes contractuelles, sur laquelle il convient de déposer vos diplômes, une lettre de motivation et un curriculum. Il est analysé par les corps d'inspection. En fonction, on croise, en fonction des besoins et des propositions qui sont déposées sur la plateforme, vous êtes sollicité pour un entretien. Cet entretien, selon les disciplines, il a plusieurs formes, mais en gros, c'est un entretien en physique ou en visio qui vise à évaluer ce qu'a dit Pierre, c'est-à-dire votre capacité à vous projeter dans les missions, dans les fonctions et votre connaissance disciplinaire quand c'est pour des disciplines. Et le niveau que l'on attend en termes de formation, c'est au moins un niveau L3 pour la plupart des disciplines. Alors, il y a des disciplines dans lesquelles il n'y a pas forcément les mêmes niveaux, mais Samuel Miller vous en dira un mot. Mais en gros, on attend d'un professeur contractuel qu'il ait le même niveau d'études qu'un professeur qui se prépare à passer les concours. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais il faut que... Alors, je vais compléter par rapport à quelques questions qui sont posées en abordant la situation plus précise du détachement et des recrutements des contractuels. Le détachement, il est possible si on est fonctionnaire de catégorie A, puisqu'il faut être fonctionnaire de la même catégorie que le concours, et les diplômes équivalents. Donc, pour le concours, c'est généralement le master. Donc, c'est une circulaire qui paraît chaque année au mois de novembre. Les dossiers sont déposés sur une plateforme dédiée qui est ouverte au mois de janvier. Donc là, les inscriptions pour cette année sont closes, en sachant que le recrutement, si le détachement est acté, débute au 1er septembre. Donc pour ceux qui ont fait leur dossier au mois de janvier, le détachement sera actif à partir du 1er septembre 2023. S'il est accepté, le détachement est valable pour une durée de 2 ans. Il peut aller jusqu'à 5 ans maximum. Et à l'issue entre ces 2 et 5 ans, il y a plusieurs possibilités. Soit on met fin au détachement et le fonctionnaire reprend son poste sur son ministère d'origine, soit on intègre définitivement le fonctionnaire dans ses nouvelles fonctions en qualité d'enseignant. Il y a un principe de double carrière qui est mis en place, c'est-à-dire que le fonctionnaire est à la fois étudié dans le cadre de son avancement dans son corps d'origine et dans son corps d'accueil, le temps du détachement. Le détachement n'est possible, comme je l'ai dit, que pour ceux qui justifient des fonctionnaires de catégorie A. Donc on ne peut pas l'être si on est, je pense qu'il y a quelqu'un qui pose une question sur l'AESH, je ne sais pas quelle était l'idée, mais ça ne pourra pas être un détachement. En revanche, il sera possible de pouvoir présenter, sous condition de diplôme, les concours qui ont été présentés, que ce soit par la voie interne ou la voie externe. Je rappelle, Muriel, pour présenter un concours se présenter un concours de recrutement, au-delà des diplômes qu'on a évoqués, nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne, pas de casier judiciaire, pas de limite d'âge. Donc, je ne sais pas si les informations sont complètes pour le détachement. Alors, pour la partie des contractuels, le principe du recrutement reste le concours. C'est-à-dire que c'est le vivier le plus important, le volume le plus important de postes qui sont proposés au recrutement. Après, le détachement et le recrutement de contractuels sont des viviers complémentaires, notamment les recrutements contractuels, puisqu'ils ne sont ouverts uniquement qu'au titre des remplacements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poste pérenne de recrutement possible au titre de contractuels. Les contractuels, pour parler de la partie géographique, c'est sur l'ensemble de l'académie, donc sur les 5 départements, et ils sont faits en fonction, comme je l'ai dit, des remplacements. La question a été posée, par exemple, de mathématiques dans la région centre. Alors, on est bien d'accord qu'on n'est que sur l'académie de Bordeaux, donc sur les départements Pyrénées, Atlantiques, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Dordogne uniquement. Et pour l'instant, pour vous donner une photographie d'aujourd'hui, on a 22 postes qui sont en cours de recrutement sur lesquels on recherche des candidats. Il y en a 2 en mathématiques qui sont dans le 33.
donc en Gironde. Donc, généralement, c'est plutôt à l'ouest, du côté de l'ouest, en tout cas pour les 2 fiches de poste que l'on a actuellement. Ça peut être une première expérience professionnelle pour quelqu'un qui hésiterait à passer le concours, qui ne sait pas très bien se positionner, qui préfère être sur le terrain avant de pouvoir s'engager dans un dispositif de préparation au concours. Ça peut être une première expérience professionnelle. Ça peut être aussi une première expérience professionnelle pour confirmer ses choix d'orientation ou pour des étudiants, puisqu'on a aussi parfois des petits contrats sur des durées courtes, de 1, 2, 3 mois, et sur quelques heures d'enseignement. Il nous arrive parfois de recruter pour 6, 8 heures d'enseignement sur une période donnée. Alors, comme pour le concours, les conditions de recrutement sont les mêmes. La nationalité française ou le titre de séjour qui autorise à travailler en France. Un casier judiciaire vierge sur lequel on fait la demande. Donc, c'est pas vous qui nous transmettez le casier judiciaire, c'est bien l'administration qui demande. Et des conditions de diplôme. Alors là, nous sommes sur le Bac+3, niveau licence. Il nous arrive, dans certaines spécialités, sur la voie professionnelle notamment, de pouvoir recruter un Bac+2 avec des expériences professionnelles qui sont justifiées dans le dossier que vous déposez. Et dans tous les cas, si vous candidatez, donc, comme ça a déjà été dit sur la plateforme Chloé, c'est la plateforme qui permet de récupérer vos candidatures spontanées. Dans tous les cas, s'agissant de recrutement contractuel, les candidatures sont toutes validées, systématiquement validées par les corps d'inspection pour le volant pédagogique. C'est-à-dire que du côté de la DPE, côté du bureau de remplacement, nous acterons la validité administrative, mais vraiment l'essentiel, c'est la validité pédagogique par les corps d'inspection. Alors, Madame Lapeyre, passer le concours implique d'accepter un recrutement en dehors de l'académie? Oui, parce que comme on l'a évoqué les uns et les autres, et on le reprécise ici, passer un concours de recrutement pour devenir professeur, c'est pour devenir professeur du second degré, c'est intégrer le corps des fonctionnaires d'État avec une mobilité géographique nationale. Et votre employeur direct, c'est le recteur ou la rectrice, mais votre gestion administrative, elle est l'acte de recruter, il est national. Ensuite, une fois que vous êtes recruté, vous êtes géré administrativement par des services déconcentrés, notamment les rectorats, mais la passation du concours vaut engagement de prise de poste en fonction des besoins calibrés au niveau national. D'accord? Pour le premier degré, Pierre Kessas vous l'a indiqué. C'est académique. C'est-à-dire le recrutement se fait au niveau académique. Vous passez le concours dans l'académie de Besançon, vous êtes reçu dans l'académie de Besançon, vous serez affecté dans l'académie de Besançon. Alors attention, parce que effectivement pour les contractuels, la logique d'affectation n'est pas la même, elle est bien académique. En revanche, on ne devient pas fonctionnaire et qu'il faut bien comprendre que c'est des contrats qui peuvent présenter une certaine précarité, puisque comme je l'ai expliqué, les durées peuvent être parfois très courtes. Alors juste pour information, parce que j'ai quelques questions sur les liens, dans les notes partagées, vous avez l'ensemble des liens de tout ce que l'on vous a évoqué pendant cette présentation pour vous permettre d'accéder, que ce soit à la voie du concours, le détachement, les contrats, l'accès à Chloé et puis la partie EAFC qui est l'école académique de formation continue qui vous permettra effectivement d'avoir un premier regard sur l'accompagnement qui est proposé pour les nouveaux contractuels. Madame Porimor, oui, ces postes de contractuels sont ouverts, comme vous l'a dit Muriel Miller, à des jeunes avec une expérience, des jeunes, pas des jeunes, mais votre question c'est des jeunes, à des jeunes avec une expérience courte dans un autre secteur que celui de l'enseignement. Ce qui va être regardé dans la dimension administrative, Frédéric Soupéry vous l'a dit, c'est toutes les conditions d'accès et de nationalité, voilà. Ce qui va être regardé par les corps d'inspection, c'est votre capacité à vous projeter et la capacité que nous, corps d'inspection, on a à vous projeter sur les missions, c'est-à-dire que vous aurez en général un temps de présentation de votre parcours. Voilà, antérieurement, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et dans ce que j'ai fait, j'identifie
des choses que je pourrais transposer auprès d'une classe de CP ou de 5e ou de terminale. Et puis ensuite, on viendra échanger avec vous, en fonction de la discipline, sur votre connaissance et le degré de finesse de votre connaissance de la discipline, et sur ce que vous comprenez de comment est-ce qu'on peut passer d'une connaissance même très fine d'une discipline à son enseignement. Voilà. Et c'est dans ce questionnement qu'on va nourrir ensemble lors de l'entretien qu'on va évaluer votre capacité à prendre un poste de remplacement de façon immédiate. Pour autant que le remplacement soit immédiat, ça ne veut pas dire que vous êtes laissé en pleine nature avec vos questions et vos doutes. Vous bénéficiez tous d'un parcours à distance sur une plateforme qu'on appelle Magister, qui vous accompagne, qui vous amène des éléments théoriques de façon très transversale, et puis des éléments spécifiques de mise en œuvre de séquences pédagogiques en fonction de la discipline. Et dans notre académie à Bordeaux, depuis 5 ans maintenant, on a mis en place un dispositif d'accompagnement renforcé dans le cadre duquel tous les contrats de plus d'un mois voient systématiquement une visite conseil se mettre en place dans l'établissement. Ça veut dire qu'un professeur titulaire de la discipline, mandaté par les corps d'inspection, se tient à votre disposition et se rend dans votre salle de classe pour échanger avec vous après une observation de classe sur les difficultés que vous rencontrez, sur les leviers qu'il peut vous inviter à actionner avec lui. Et tout ça, ce dialogue s'articule avec le parcours de formation à distance. Voilà. Pour répondre à Madame Katab sur le choix du concours, alors déjà, CPE, c'est pas administratif, mais plutôt un volet éducatif, donc je préférais juste très éducatif et très peu administratif. Pour le choix, je vous invite déjà à regarder toutes les sources documentaires que l'on vous propose, y compris sur le AFC, de manière à que vous puissiez identifier de quoi on parle en fonction du concours que vous envisagez. Pour la partie contractuelle, pour les candidatures, donc, comme M. Godbert l'a évoqué, donc c'est le lien que je vous ai mis pour Chloé pour vous permettre d'accéder à déposer votre candidature. Sur le site de l'Académie, alors, il y a des fiches de poste qui sont déjà en ligne, mais qui vous permettent d'avoir une visibilité, justement, si vous vous intéressez sur le contenu des attendus concernant les recrutements, et qui est en cours de développement, puisqu'on va mettre en place des fiches de poste au jour le jour sur les postes vacants pour les contractuels. Nous publions également des fiches de poste sur Pôle emploi. Et juste, je voulais rajouter, je ne sais pas s'il y a des étudiants parmi vous, mais le cumul entre un poste de contractuel et la qualité d'étudiant peut être envisagé, notamment pour les contrats courts. La formation, je ne vais pas revenir dessus, puisque M. Godbert en a largement fait la promotion. Je vais en dire un mot pour répondre à Madame Lapeille. Le e-learning, c'est-à-dire cette formation à distance pour la prise de poste, en fait, vous comprenez bien qu'elle ne peut se réaliser qu'à partir du moment où il y a signature d'un contrat entre le rectorat et le professeur. Donc, vous êtes inscrit de façon automatique sur ce parcours à distance à partir du moment où vous signez un contrat. Quant à Monsieur Bertin, le concours pour devenir professeur de technologie dans les collèges, c'est le CAPES de technologie. Il n'y en a plus. Et il y en a plus. Qui est plus ouvert. Voilà. Les besoins en REP et REP+, en tout cas pour ce qui concerne le second degré, c'est pas forcément. On a surtout des difficultés dans certains bassins géographiques, notamment dits ruraux, sur lesquels on a un petit peu plus de difficultés, mais pas sur les REP et sur REP+, pour ce qui concerne l'Académie de Bordeaux. Idem sur le premier degré. Puisque vous l'avez bien compris, en fait, c'est pas par type d'établissement. Le recrutement par voie de contrat, comme vous l'a expliqué Muriel Muller, il se fait en fonction des besoins, c'est-à-dire, pour le dire de façon très explicite, un professeur malade ou empêché ne peut plus assurer son activité, donc il faut le remplacer. S'il n'y a pas de professeur titulaire pour assurer son remplacement,
on va faire appel au recrutement d'un contractuel. Donc vous avez bien compris que c'est déclenché en fonction des besoins et que ces besoins, on ne peut pas les anticiper, ou quasiment pas. Pour monsieur ou madame Domi, est-il possible d'avoir en tant que contractuel des activités de formateur pour adultes? La réponse est non, pas pour notre partie. Il arrive que certains GRETA demandent des heures complémentaires à des enseignants qui enseignent en lycée professionnel, mais ça reste à la marge. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un souci sur lequel nous sommes en charge. En revanche, vous pouvez vous renseigner sur les postes de CFC. Alors, CFC, c'est conseiller en formation continue. C'est les agents qui travaillent dans les GRETA. Ce sont les centres qui sont adossés au lycée de formation pour adultes mis en œuvre par l'Éducation nationale. Mais là, ce ne sont pas des professeurs du premier ou du second degré. C'est un corps de mission différent. Sur lequel on peut vous donner des informations, il suffira de nous écrire, on vous enverra tous les liens. La communication a été faite auprès de Pôle emploi pour le recrutement de ces conseillers en formation continue. Je voulais juste revenir sur une partie concernant l'exercice du métier très, très brièvement, parce que moi je siège sur les commissions de titularisation et souvent on s'aperçoit que parfois des personnes qui sont en reconversion nous disent je ne pensais pas qu'il fallait travailler autant à la maison. C'est-à-dire, si je prends la partie premier degré, le professeur des écoles, il est par semaine 24 heures face à élèves, plus en moyenne 3 heures de temps de formation, de réunion, etc. par semaine. Ça court sur 36 semaines, face à 36 semaines. Et pendant les vacances scolaires, bien souvent, les enseignants se retrouvent à préparer une partie pendant une partie des congés, mais des enquêtes montrent que finalement, sur la semaine de classe, un professeur va travailler entre face à élèves et en préparation, ça prend environ 40 heures par semaine. Donc il faut bien intégrer cela, ce n'est pas uniquement qu'un métier face aux élèves. C'est très important ce que tu viens de dire. Et c'est ce qu'on précise souvent sur nos offres d'emploi, c'est de bien dire que c'est du 35 heures, mais 18 heures devant élèves. Et quand on dit 35 heures, on est sur une logique d'annualisation, donc comprenant bien sûr les vacances scolaires. On calcule en moyenne, et c'est les sources, c'est pas des sources, c'est confirmé par des sources syndicales, mais c'est une source ministérielle. On estime le temps de travail hebdomadaire d'un enseignant premier, second degré confondu à 42 heures, pour que vous ayez une petite idée. À 42 heures sur les périodes qui ne comprennent pas juillet-août. Donc, annualiser, ça revient à 35 heures, mais il faut se représenter qu'en réalité, c'est 42 heures. Et pour être tout à fait transparent, comme dans n'importe quelle profession, plus on est novice et plus le temps de préparation est important. Juste, il y avait une question d'un parcours de reconversion pour postuler en tant que contractuel. C'est qu'expliquait Monsieur Goldberg, la formation, on la prend en compte au moment du recrutement. Donc, on peut prendre des gens qui débutent. Ça n'est pas bloquant dans une candidature dès l'instant où la motivation et les connaissances sont là, de pouvoir recruter des enseignants qui n'ont pas la formation pour pouvoir devenir enseignants. Néanmoins, pour compléter ce que dit Muriel, si vous vous rendez, et je pense que si ça vous intéresse et si vous êtes là aujourd'hui, vous avez déjà visité ces pages-là, mais on vous les rappelle, sur le site EduScol et sur le site Devenir enseignant, vous avez une quantité d'informations très précises qui vont vous permettre de vous projeter dans les missions et de commencer à construire, y compris par vous-même, une démarche d'information, de mise à niveau, d'acculturation, qui en soi est déjà un principe de formation. C'est-à-dire que la curiosité que vous allez développer en consultant et en naviguant de site en site, c'est déjà en soi un premier jalon, une première brique que vous posez dans votre parcours de développement professionnel. Est-ce que les modalités de recrutement sur les postes d'inspection, j'ai pas compris. Est-ce que ce sont les mêmes modalités de recrutement sur les postes d'inspection et d'encadrement? Non, c'est devenir personnel d'encadrement, qu'on soit inspection ou encadrement. C'est également un concours, mais il faut être
Il faut exercer au sein de l'éducation nationale. Il n'y a pas de contractuel. Il n'y a pas de contractuel. Voilà. Pour finir, pour les contractuels, j'avais deux petites choses à préciser, c'est qu'au bout de 6 ans, il y a une CDIsation possible pour ceux qui sont intéressés, et ou la présentation toujours au concours en externe ou en interne. Vous avez bien compris que, et Muriel Miller vous l'a dit, hein, la voie principale d'accès au métier de l'enseignement, c'est la voie de concours. Alors, on pose des questions justement sur les annales. Alors, où s'adresser pour les annales CAPES internes dans votre librairie la plus proche. Voilà. Il doit y avoir des liens sur le site de l'enseignant. Je pense. Une lecture précieuse pour c'est évident, mais c'est tellement évident qu'on a oublié de le dire, une lecture précieuse pour les concours, quels qu'ils soient, c'est les rapports de jury. Hein. Les rapports de jury de concours qui sont publiés chaque année sur le site Devenir enseignant. Et si c'est fouillis, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous faites une recherche dans votre moteur de recherche, rapport de jury de concours, CAPES techno ou CAPES espagnol, voilà, vous trouverez une lecture très précieuse qui vous permettra de bien comprendre les attendus, de bien comprendre ce qui a fait que certains candidats ont été reçus et d'autres pas. Une question un peu longue. Oui, alors pour répondre sur la problématique d'Achloé, en septembre, effectivement, on a de très nombreuses candidatures. Parfois, il n'y a pas eu de réponse qui a été faite. Mais bien souvent, quand il n'y a pas de réponse, c'est parce que la candidature n'a pas reçu forcément un avis favorable à l'instant T. Dans ce cas de figure, alors je vois bien que l'année prochaine, vous retenterez votre chance et on sera ravis de pouvoir l'étudier. C'est bien entendu de ne pas hésiter à nous relancer. Si jamais vous voyez qu'au bout de 15 jours, vous n'avez pas de réponse, nous, on s'attache toujours à donner des réponses dans les semaines qui suivent la demande. Donc, voilà. De façon globale, alors là, effectivement, c'est vrai qu'en début de rentrée, on a pu effectivement laisser passer des candidatures, mais de façon générale, il faut avoir en tête que la récupération de vos candidatures sur Achloé, ce n'est pas parce que vous déposez un dossier lettres et CV sur Achloé que tout de suite, votre candidature pourrait être validée. Mais pour autant, ça ne voudrait pas dire systématiquement que vous serez recruté dans le mois qui suit ou dans les semaines qui suivent. Il arrive parfois que notre besoin de recrutement soit un peu déconnecté, et ça arrive de plus en plus souvent, du besoin de remplacement. Il faut vraiment avoir à l'idée, en tête, que Achloé répond à la fois aux besoins de remplacement immédiat, mais nous permet aussi d'anticiper des recrutements. Et je comprends que ce soit frustrant quand on est candidat et qu'on dépose sa candidature, de ne pas avoir de réponse tout de suite, mais il faut savoir qu'effectivement, les besoins peuvent être différés dans le temps et que, alors c'est pas très confortable, je le conçois, mais que vous pourriez être contacté, par exemple, en novembre, en ayant déposé une candidature en septembre. Donc, il faut rester effectivement aux aguets et ne pas hésiter à nous écrire sur ces points de DPE, par exemple, ou de relancer la candidature pour qu'on puisse les raviver, en fait. Et juste une petite précision, de bien préciser aussi, parce que je ne sais pas si c'était la situation, mais parfois on voit des candidatures d'autres académies, d'autres départements qui sont parfois très éloignés de Bordeaux, et on se dit que c'est peut-être une erreur. Et comme il n'y a pas d'explication sur la lettre de motivation ou sur le CV, on a peut-être tendance, peut-être à tort, de pouvoir écarter une candidature qui pourrait en être une. Donc, parce qu'on présume de la mobilité. Et voilà, c'est-à-dire donc soyez le plus clair possible aussi quand vous postulez et que vous venez d'un autre département que l'Académie de Bordeaux, de préciser votre mobilité géographique. Et une candidature, ça n'est pas juste un CV. Les lettres de motivation nous sont très utiles. Oui, absolument. Pour répondre à Babdor, on va dire quelques mots très rapides du métier de psy-EN, mais si on va dire des mots rapides, c'est tout simplement parce que autour de cette table, on n'est pas spécialiste du métier de psy-EN, mais on va en dire un mot et je réponds très rapidement à Madame Lapeille. Oui, c'est un concours de recrutement, donc vous pouvez tout à fait le refuser. Par contre, comme l'indique votre deuxième question, vous avez compris qu'à partir du moment où vous refusez le concours de recrutement, ça entraîne votre annulation à l'admission à ce concours. Voilà. Pour compléter pour les psys, on a aussi des recrutements contractuels, ponctuels, qui peuvent être dans le cadre de remplacement de psychologues EN premier degré ou second degré qui sont absents.
J'ai aussi vu une question qui faisait état des possibilités de reconversion sur le métier de psy-EM quand on est déjà titulaire d'un poste. Alors, les reconversions sont effectivement possibles, mais ça nécessite un parcours de formation et de reconversion qui est en parallèle. Nous avons un service qui s'appelle le SARH, Service d'appui aux ressources humaines, qui peut étudier, prendre en compte les demandes de reconversion en ayant toujours en tête que les profils doivent toujours être validés par les inspecteurs qui sont en charge des disciplines. Sur le CIEN, il faut attester d'une inscription au moins en Master 2 de psychologie. Oui. Une condition C'est une condition indispensable, parce que vous mobilisez des outils et des démarches qui nécessitent une expertise de haut niveau en termes de connaissance du développement de l'enfant notamment. Je reprends quelques questions qui étaient un peu plus tôt dans le fil de discussion. Nous avions une question sur les candidatures dans l'enseignement privé. Alors, on n'est effectivement pas des professionnels de l'enseignement privé, donc je crois qu'il existe une direction de l'enseignement privé chez nous, mais pour candidater, on vient de s'adresser aux directions diocésaines qui, elles, collectent les candidatures de contractuels notamment. Sinon, nous avons la direction de l'enseignement privé, DGEP, mais en allant sur le site du rectorat, vous trouverez une rubrique qui vous permettra d'accéder à la DGEP, Direction de l'enseignement public pour l'Académie de Bordeaux. Donc en gros, quand vous candidatez sur la Chloé, vous candidatez dans le public. Hein, voilà. En cas de recrutement dans une autre région, les frais de déménagement sont à votre charge par la voie du contrat, par la voie du concours. Selon les académies, Muriel Miller vous réaffiche les éléments de rémunération. Vous voyez que certains éléments peuvent être pris en charge selon les académies dans la case frais d'installation, je crois. Oui, alors le lien figure sur les notes que je vous ai partagées. Et effectivement, dans certaines académies, il y a une prise en charge d'un éventuel déménagement. Donc, je ne le vois pas très visible sur le flyer. En revanche, sur le lien, vous allez pouvoir, ils existent bien. Mais uniquement dans le cadre du concours. Oui. Je réponds à viser. Il existe certaines conditions, on l'a déjà dit, mais on peut le redire. Pour passer le concours sans master, c'est le concours dit troisième voie. Il existe, selon les cas, dans certaines disciplines, pas dans toutes. Il faut se renseigner au cas par cas, discipline par discipline. Il faut, comme ça a l'air d'être votre cas, avoir eu un contrat de droit privé pendant au moins 5 ans. Donc c'est ça qu'il faudra faire valoir comme pièce justificative. Et puis, il n'y a pas de condition de diplôme, donc pas plus master que licence. Voilà, je crois avoir répondu à votre question. Idem pour le premier degré. On touche à la fin de la conférence, Monsieur Rossio. Je pense que vous allez nous inviter à conclure, sauf s'il y avait plus de questions. On va terminer. Bien, écoutez, merci infiniment. Il y a encore, alors non, je ne vois pas d'autres questions apparaître dans le chat au moment où je vous parle. J'en profite pour remercier effectivement Madame Miller et Madame Zoupéry que j'ai omis de présenter à l'introduction de cette visioconférence, cette webconférence. Nous avons des interventions pour indiquer que l'ensemble de ce que vous avez indiqué était très clair. Les précisions, les explications données tant sur finalement les conditions d'accès, les différents métiers proposés par l'Éducation nationale. Et je crois que la richesse des échanges a été à la hauteur des attentes des participants d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Bien entendu, tous les documents qui ont été diffusés, qui sont en ligne, seront accessibles sur le site de la quinzaine. Oui, pour Madame Bador, de toute façon, la séance est enregistrée, donc vous pouvez tout reprendre, les éléments que vous n'avez pas pu entendre. Effectivement, sur le site de la quinzaine, il y aura un replay qui sera intégralement diffusé. Oui, elle pourra être vue en replay. Merci à tous les 4.
Merci. Au revoir.